Séance de travaux pratiques en première année de licence de sciences et technologies à l'université Joseph Fourier à Grenoble. On utilise un iPhone, ses données accéléromètre et gyroscope pour reconstruire la trajectoire du tramway de Grenoble sur la ligne B entre les arrêts Victor Hugo, Hubert Dubedou Maison du Tourisme et Halle Sainte-Claire. Il s'agit donc de comparer cette trajectoire reconstruite avec ce que propose Google Maps. Donnons le résultat tout de suite. Le résultat, donc, trajet en magenta qui a été déterminé entre les deux premiers arrêts à partir de l'iPhone, trajet en rouge tel qu'il a été déterminé par les données de l'iPhone entre le deuxième et le troisième arrêt. On n'a aucun paramètre ajustable, ni calibration du smartphone. On a donc un accord qui est à la fois extrêmement intéressant quant à la forme de la courbe dans les deux cas. On a un problème de distance parcourue. Plus en détail, entre donc l'arrêt 1, 2 et 3, on voit tout de même que quant à la forme de la courbe et l'alignement qu'on peut avoir alors qu'on n'a ici aucun paramètre ajustable, le résultat au plan expérimental lors du TP avec les étudiants est tout à fait remarquable. On a donc ce problème expérimental sur la distance parcourue. La méthode expérimentale, très simple, on prend un iPhone, on le pose sur le siège du tramway pendant le service normal, en prenant soin malgré tout d'avoir un alignement de l'iPhone sur le tramway aussi propre que possible. À partir de là, avant le démarrage, on lance l'enregistrement des données qui sont l'accélération de l'iPhone et les angles de l'iPhone par rapport au sol, qui sont donc le roulis, le tangage et le lacet. Seul le lacet en fait est ici utile, on l'appellera θ de t, et on enregistre l'ensemble de ces données environ 10 à 20 fois par seconde. L'application s'appelle Sensor Data. Donc le trajet, il s'agit d'un parcours d'abord entre l'arrêt Victor Hugo et Hubert Dubedou Maison du Tourisme, et un trajet numéro 2 entre l'arrêt Hubert Dubedou et la halle Sainte-Claire. Donc l'objectif, c'est à partir des données iPhone, mais pas en tenant compte du GPS, sans tenir compte du GPS, construire la trajectoire du tramway et comparer au trajet donné par Google Maps. La méthode, donc on mesure les trois composantes de l'accélération, AX, AY et AZ. On mesure l'orientation dans le plan horizontal de l'iPhone dans le tramway lorsqu'il est posé sur un siège. On ne s'intéresse donc pas à son tangage ni à son roulis. Le cadre formel, on est en train d'étudier comment le tramway se déplace le long des rails avec une trajectoire imposée par les rails. L'outil de prédilection pour traiter ce genre de problème est l'abscisse curviligne qui consiste à regarder quelle est la distance parcourue le long de cette trajectoire au cours du temps. La norme du vecteur vitesse s'obtient directement comme étant la dérivée de cette abscisse curviligne, ds sur dt, en mètres par seconde. Le vecteur accélération, lui, ici donc A en caractère gras, c'est le vecteur accélération, s'écrit dv sur dt, vecteur taux. Le vecteur taux est un vecteur unitaire, tangent à la trajectoire, orienté dans le sens de la vitesse, plus v au carré divisé par r, petit r ou ρ, et le cercle osculateur à la trajectoire que multiplie le vecteur nu, vecteur unitaire tourné de pi sur 2 par rapport à taux dans le sens positif. On ne réintroduit pas ici toute la description formelle liée à l'abscisse curviligne et au vecteur vitesse, accélération, taux et nu associés, de même que le cercle osculateur. Cette description est faite dans une des vidéos de la playlist Prof de Méca, qui est indiquée à l'adresse ici. On rappelle tout de même, pour fixer les idées, associé à la formule du vecteur accélération, donc le vecteur taux, le vecteur nu, le vecteur vitesse. Ici, en ayant fait un choix de dv sur dt négatif, on se retrouve avec un vecteur accélération, bien entendu, vers l'intérieur de la trajectoire, mais avec une composante tangente qui est opposée au déplacement. C'est un freinage. Position du cercle osculateur, de l'angle θ, du vecteur nu, etc. On retrouve le fait que petit r ou ρ est égal à ds sur dθ, par définition, du cercle osculateur. À partir de là, on a donc les données qui sont ici l'accélération AY le long de la trajectoire pour l'iPhone, et donc directement on a AY égale variation de la vitesse au cours du temps le long de la trajectoire, AY égale dv sur dt.
est aussi égal à la dérivée seconde de l'abscisse curviligne par rapport au temps. On a donc un lien direct ici entre les données expérimentales mesurées par l'accéléromètre et la description à partir de l'abscisse curviligne. Il nous suffit maintenant de passer à l'analyse des données. On a donc ici les données brutes qui sont l'accélération AY telle que mesurée par l'iPhone en fonction du temps, l'accélération en mètres par seconde au carré, le temps en secondes. On voit que les accélérations maximum que l'on peut avoir sont de l'ordre de 1 mètre par seconde au carré, que ce soit à l'accélération ou au freinage. Pour traiter ces données maintenant, on a donc AY égale dV sur dt, ce qui se traduit numériquement par l'utilisation simplement d'un tableur Excel. On transfère les données AY et le temps dans un tableur Excel, et l'intégration se fait de proche en proche en écrivant que la vitesse au temps n plus 1 dt, dt est le temps d'échantillonnage, on a dit qu'on avait pris 10 Hz ou 20 Hz, qui est égal à v au temps n dt, plus AY au temps n dt que multiplie dt. Et de cette manière-là, on peut, de proche en proche, calculer la vitesse pour tous les temps. On fait la même chose pour l'abscisse curviligne dans un processus de double intégration qui est bien connu pour tous les gens qui font du guidage et du pilotage de véhicules. Ici, on est évidemment dans une configuration la plus simple possible. On obtient ainsi le profil des vitesses entre les arrêts ici Hubert du Bedou et la halle Sainte-Claire, donc entre le deuxième et le troisième arrêt. Donc on a la vitesse en mètres par seconde en fonction du temps en secondes. Avant de faire tout calcul numérique, on constate que l'on a une vitesse moyenne qui oscille entre 2 et 3 mètres par seconde, disons 3 mètres par seconde pour la vitesse moyenne, et une durée de transport qui est de l'ordre de 100 secondes environ. Donc on s'attend de toute façon à une distance parcourue qui va être de l'ordre de 300 mètres, probablement inférieure à 300 mètres, la vitesse moyenne à 300 mètres un peu exagérée visiblement. Donc une distance parcourue au maximum à 300 mètres, mais de cet ordre-là. Sans faire aucun calcul, on sait qu'on doit trouver ce résultat-là. On fait l'intégration numérique et on s'aperçoit effectivement que l'on a une distance parcourue qui est, disons, de 270 mètres. La référence Google Maps, à pied, sur le même trajet, donne 290 mètres. 20 mètres d'écart, c'est un petit peu important. Il reste à déterminer c'est pourquoi nous nous trouvons avec un écart de cette nature. Très vraisemblablement, c'est lié à la détermination du zéro de l'accéléromètre pendant le trajet. Est-ce que ce zéro était bien placé par notre analyse et est-ce qu'on a eu une dérive au cours de la mesure? Nous ne le savons pas. Une fois donc que l'on a déterminé la distance parcourue, on peut aussi se préoccuper réellement de la trajectoire comme nous voulons le faire. Donc dans ce cas-là, il faut maintenant passer en coordonnées cartésiennes, déterminer pour chaque position du tramway Mn les coordonnées xn et yn, ou bien les coordonnées du point M au cours du temps. Cela s'obtient encore une fois par une intégration numérique. On voit simplement qu'il faut faire un petit peu de trigonométrie, et notamment pour utiliser l'angle θ. La distance parcourue entre Mn et Mn plus 1, c'est évidemment VDT. On projette donc VDT sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical dans le plan donc, de l'écran ici. Pour s'apercevoir donc que suivant x entre Mn et Mn plus 1, la distance parcourue c'est VDT cosinus θ. θ est donc l'angle du lacet de l'iPhone. Et perpendiculairement, on a parcouru une distance qui est VDT sinus θ. Donc, on établit la relation entre xn plus 1 et xn, yn plus 1 et yn, on fait le calcul, et donc on obtient une courbe qui est maintenant immédiatement comparable, à une rotation près peut-être, qui est donc immédiatement comparable à ce que Google Maps propose. Donc la courbe maintenant y en fonction de x est celle-ci. On a donc en abscisse 180 mètres et en ordonnée 140 mètres. Donc ici, on n'est pas dans un repère orthonormé. On va corriger ça ensuite pour être dans un repère orthonormé immédiatement. Donc c'est ce qui est fait ici. On est bien 200 mètres à partir du zéro. Et on s'aperçoit que l'on a une correspondance, en tout cas, sur les 10... On a une correspondance qui est excellente. En réalité, on fait face au problème des 270 mètres comparé aux 290 mètres, mais pour le reste, eh bien, sur la partie initiale, pratiquement droite, on est bien aligné, on prend le virage et on fait bien le tour de la maison du tourisme sans venir la percuter, et on vient aussi éviter la halle Sainte-Claire que l'on voit comme un carré brillant proche de l'arrêt, pour venir s'aligner ensuite sur la ligne droite, halle Sainte-Claire, musée de Grenoble.
Donc on a tout de même, par cette analyse, une détermination de la trajectoire qui est un résultat, dans le cadre de cette séance de travaux pratiques, qui est vraiment excellent. Donc on peut maintenant rassembler sur le plan les deux trajets ensemble pour voir que dans les deux cas, on a le même excellent accord quant à la forme de la trajectoire en tout cas. Il reste donc un problème à creuser au plan expérimental pour voir pourquoi on a ce désaccord. Est-ce que c'est intrinsèque soit à Google Maps, soit à l'iPhone, ou plus vraisemblablement à notre manipulation de l'iPhone, et en particulier à la position du zéro de l'accélération.